Bienvenue à cette exposition, une exposition consacrée aux splendeurs du baroque, plus spécialement de la peinture baroque hispanique, une collection formée à New York à la fin du XIXe siècle dans le cadre d'une fondation en fait qui se trouve au nord de Manhattan, la Hispanic Society of America, et cette collection a été formée par un collectionneur qui s'appelle Huntington, Archer Milton Huntington, qui a réuni cet ensemble d'œuvres absolument extraordinaires, tout à fait exceptionnelles, non seulement de la période baroque, bien sûr, parce que les collections couvrent vraiment toutes les périodes, de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain, mais nous avons sélectionné, bien sûr, une section qui soit cohérente, en fait, historiquement, et d'un point de vue de l'histoire de l'art, nous avons choisi de présenter les chefs-d'œuvre de la peinture baroque hispanique, c'est-à-dire aussi bien celle d'Espagne que de ses vice-royaumes, que ce soit en Italie et en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, puisqu'il y a deux vice-royaumes en Amérique à cette époque, du règne des Habsbourg en Espagne, la Nouvelle-Espagne qui couvre à peu près le sud de la Floride, le sud de la Californie et une bonne partie des Antilles, et puis la Nouvelle-Grenade qui, elle, est plutôt sur l'Amérique du Sud en fait. Donc cette collection, elle est peu connue du public parce qu'elle se trouve tout au nord de Manhattan, un peu en dehors des circuits touristiques et des musées de New York. Donc cet endroit a été choisi par Huntington pour construire et disposer sa collection énorme, collection qui est une collection de scientifiques, de chercheurs. Il l'a d'ailleurs accompagné d'une énorme bibliothèque, la bibliothèque hispanique la plus importante en dehors de la Bibliothèque nationale de Madrid, une bibliothèque extraordinaire et qui est un centre de recherche très très vivant encore aujourd'hui, de son temps et jusqu'à aujourd'hui. Les artistes les plus connus que nous présentons dans notre exposition, ce sont Greco. Lui-même est un artiste international, grec d'origine, italien de formation et finalement espagnol tolédan 100%. Nous présentons des œuvres de Velázquez qui, à lui seul, d'une certaine façon, assure l'homogénéité de cet art espagnol pour le XVIIe siècle. Des très beaux Zurbarán aussi, quelques œuvres de Murillo, Zurbarán, de Ribera, enfin justement toute la variété de ce monde espagnol, mais au sens large, c'est-à-dire que les colonies sont aussi l'Espagne, pour les Espagnols et même pour les colonisés, c'est-à-dire qu'assez rapidement, au cours du XVIIe siècle, les populations locales adoptent non seulement le régime politique, mais aussi la religion imposée par l'Espagne et la fait sienne d'une certaine façon. Dans notre première salle, nous présentons ce chef-d'œuvre de Sebastián Muñoz, un artiste qui travaille en Espagne, à Madrid, mais qui s'est formé en Italie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est peut-être le tableau le plus baroque, au sens du style baroque, de notre exposition. Il est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, sa qualité esthétique, sa beauté, mais aussi son contenu iconographique. Il représente donc la reine d'Espagne, la femme de Charles II, décédée sur son lit de mort. Il y a une espèce de glorification de la mort, de la vanité, au sens où on a pu la voir justement en Italie, dans l'entourage de Bernin, par exemple. Et l'œuvre représente donc la souveraine sur son lit de mort, entourée d'officiers et de religieux qui portent les régalias. Un prêtre apporte un goupillon à un évêque qui va bénir le corps. C'est une allégorie de la mort de la souveraine. Dans la partie haute du tableau, vous voyez un portrait de la reine, donc Marie-Louise d'Orléans, représentée vivante, avec un phylactère porté par les angelots qui volent. Ce phylactère dit en latin « les lys ne fleurissent pas toujours ». Les lys, bien sûr, une allusion à l'origine française de la souveraine, sachant d'ailleurs que les cours d'Espagne et de France sont très très liés. Il ne faut jamais oublier que Louis XIV est fils d'une Espagnole et époux d'une Espagnole. Mais ces deux cours se font la guerre en permanence, pratiquement pendant tout le XVIIe siècle. Les deux pays sont très opposés et en même temps très liés. Pourquoi c'est une œuvre un peu emblématique de notre exposition? D'une part parce que justement elle montre cette façon de glorifier la mort que les Espagnols, comme les Italiens du Sud d'ailleurs, ont eu dans leur production artistique. Et puis elle montre aussi un lien avec l'Italie, la France parce que la souveraine était française, mais l'Italie aussi par le style que Muñoz
a adopté et qui est tout à fait romain dans l'idée de cette présentation très, très spectaculaire, très théâtrale. L'art baroque, c'est un peu l'art du théâtre, de la représentation, de l'artificialité aussi, d'un art qui est un art très démonstratif, très sensuel aussi. Enfin, on peut difficilement parler de sensualité devant une œuvre aussi macabre, mais disons d'explosion de couleurs, de formes, de mouvements. Et c'est un peu ce qui caractérise le baroque en général, et en particulier le baroque espagnol, qui a ici, dans le cas de Muñoz, vraiment intègre des éléments italiens très, 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 très forts. L'exposition présente plusieurs portraits de Juan Carreño de Miranda, qui a été un collaborateur de Velázquez et son successeur comme peintre de la chambre du roi, Pintor de Cámara, du roi Philippe IV. Ce tableau représente vraiment l'archétype du portrait de l'administrateur noble, du fonctionnaire en quelque sorte, de la cour de Philippe IV. Alors c'est un homme très très noble, hein, il s'appelle Bernabe de Ochoa y Chincheritu y Fernández de Zúñiga, hein, c'est vraiment l'habitude des Espagnols d'aligner tous les noms de leur famille noble, mais en quoi il est représentatif? Il est vraiment, je dis, archétypal de ce genre de portrait. D'ailleurs nous en avons un, nous, dans les collections de Carreño de Miranda, assez comparable finalement. Le grand rideau à l'arrière-plan qui marque la noblesse du personnage, ainsi que bien sûr ses armes, son blason dans la partie supérieure. Dans le bas, une sorte de cartel qui donne son nom bien sûr et sa fonction à la cour. Les encriers à l'arrière-plan sur le bureau qui signifient la fonction administrative, politique du personnage. Et puis surtout ce costume noir très austère qui a été imposé à la cour, au personnage de la cour par Philippe IV, en réaction d'ailleurs à des excès de richesse et d'ostentation dans les vêtements. Et ce vêtement noir va s'imposer vraiment comme le vêtement, le costume, presque l'uniforme de l'espagnol, de courtisan espagnol, même si ce sont des très beaux textiles en satin de soie, etc. Ce sont des tenues assez austères, avec aussi ce petit col plat qu'on va retrouver pendant tout le XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en fait, comme signifiant cette fonction politique du modèle. L'exposition donc commence au XVIe siècle pour ce qui est de notre choix, parce que le règne de Philippe II est marqué par un chantier absolument extraordinaire, qui est le chantier de l'Escorial, qui est le plus grand chantier d'Europe, qui est à la fois une cathédrale, un palais, un couvent. Vraiment, c'est le plus grand chantier d'architecture et de décor en Europe. Et on y fait venir un grand nombre d'artistes italiens, notamment. Et c'est vraiment cette façon de fixer la cour à Madrid et au Buen Retiro qui va changer complètement la donne dans l'art espagnol, avec des échanges de plus en plus importants, notamment donc avec aussi bien les colonies qu'avec l'Italie. Un des courants principaux de la Renaissance baroque, si l'on veut, en Espagne, c'est le courant du léonardisme. Léonard de Vinci a eu plusieurs élèves espagnols qui sont revenus ensuite, qui sont repartis en Espagne et qui ont diffusé son style, diffusé cette mode du sfumato. Et l'un des principaux représentants de ce léonardisme en Espagne, à l'époque donc de Philippe II, c'est Luis de Morales, qui a beaucoup de succès. C'est un artiste qui est originaire de Badajoz, une ville qui se trouve vers le Portugal. Et il peint des œuvres qui sont très populaires. Il y en a de très nombreuses versions, comme cette Vierge dite au fuseau, qui s'inspire directement d'un modèle de Léonard de Vinci, d'une composition de Léonard de Vinci, ou encore des œuvres comme cet Ecce Homo magnifique, extrêmement frappant de force, qui lui fait la démonstration de l'art du sfumato, qui est vraiment emprunté à Léonard de Vinci, dans une œuvre très très émouvante, qui fait vraiment référence à l'ars nova, à cette façon nouvelle de représenter les figures bibliques très proches du fidèle. En l'occurrence, c'est évidemment une œuvre privée, pour un oratoire privé dans une maison, mais où les personnages, et en particulier le Christ, sont peints à l'échelle naturelle, tout à fait en grandeur nature, ce qui leur donne une proximité avec le chrétien qui prie devant une œuvre de ce type.
C'est aussi une œuvre intéressante pour d'autres raisons. C'est que cette composition de Luis de Morales, qui présente le Christ donc montré par Ponce Pilate au moment où il dit Ecce homo, voici l'homme, se retrouve par exemple dans la composition de Caravage, que Caravage a vraisemblablement peinte en Sicile, avec la même idée. Ce sont des idées de composition et des formes, des morphologies d'iconographie qui circulent vraiment de l'Italie jusqu'à l'Espagne et ensuite de l'Espagne jusqu'à ses colonies de l'Atlantique. Notre exposition Splendeur du baroque présente 6 œuvres du Greco, qui est un des artistes au cœur de notre présentation, et notamment cette Pietà assez exceptionnelle. Pour résumer rapidement la carrière et la vie de Greco, donc il est, comme son surnom l'indique, il est grec, il est né en Crète, et il s'appelle Domenikos Theotokopoulos, et il a été formé comme peintre d'icônes. Il est tout à fait un peintre d'icônes traditionnel, on en possède plusieurs, signés de sa main. Et comme la Grèce à cette époque, enfin une grande partie de la Grèce est sous domination vénitienne, il va partir à Venise pour se former à la peinture moderne en fait, c'est-à-dire dans les ateliers de Tintoret, dans l'influence de Titien, etc. Et il va d'ailleurs produire des œuvres comme celle-ci qui reflètent bien son sens de la couleur, son adoption du style vénitien, cette touche frémissante et puis ce jeu de couleurs très vive, très, je vais dire presque joyeuse, même sur une œuvre assez tragique comme celle-ci. Ce sens particulier que les Vénitiens ont de la palpitation de la couleur dans leurs tableaux. Il n'arrive pas à s'imposer sur le marché vénitien, qui est très, très saturé par des génies de la peinture, et il part à Rome où il va adopter aussi le michelangelisme, qui est, alors, cette influence de Michel-Ange qui est si forte dans tous les arts à la fin du XVIe siècle, et il va même prétendre en quelque sorte allier la force de Michel-Ange et la couleur de Venise, la couleur de Titien. Et un tableau comme celui-ci, d'une certaine façon, représente cette ambition un peu folle, avec un emprunt donc à une Pietà de Michel-Ange, une Pietà sculptée de Michel-Ange qui est à Florence, et puis ce jeu de couleurs très vibrant dans la composition, qui est plutôt une marque de l'influence de Tintoret ou de Titien. Greco n'arrivera pas plus à s'imposer à Rome qu'à Venise, et il part justement en Espagne, attiré par ces chantiers énormes où sont déjà présents des Génois comme Cambiaso, ou des Polonais comme Tibaldi, des Romains. Enfin, c'est un chantier très international, et il pense pouvoir trouver aussi sa place en Espagne. Il ne la trouvera pas à l'Escorial, ni à Madrid. Il semble que Philippe II n'ait pas été très séduit par son art. En revanche, il s'installe à Tolède, et à Tolède, il devient vraiment le peintre tolédan. Il devient espagnol, il adopte complètement l'âme de cette ville très bizarre. Tolède est une ville très arabe, très particulière aussi dans l'univers de cette Espagne de la Reconquista. Et il va peindre d'immenses chefs-d'œuvre pour Tolède. On pense bien sûr au Christ rouge de l'Espolio dans la sacristie de la cathédrale, ou bien le plus encore extraordinaire enterrement du comte d'Orgaz, qui peint pour Saint Thomas et qui sont des chefs-d'œuvre incroyables de ce baroque hispanique. Alors, ce sont des œuvres qui ne sortent pas de Tolède, mais nous présentons donc une sélection de 6 tableaux de Greco, des morceaux d'Apostolados, qu'il a peint un apostolado très célèbre pour la cathédrale de Tolède, des figures saintes. Alors, il n'est pas inutile de rappeler que tout ce développement de l'art hispanique de cette époque se fait dans le contexte de la contre-réforme. Le souverain s'appelle le grand roi catholique, enfin c'est vraiment la religion qui domine la culture hispanique de l'époque, et Greco s'est vraiment fondu en fait dans cette contre-réforme espagnole qui a vraiment sa propre nature aussi culturelle. Et elle est assez différente de la contre-réforme dans ses expressions italiennes, par exemple, et encore plus dans les expressions françaises.
Nous n'avons qu'un seul portrait de Philippe III, le fils de Philippe II, dans l'exposition, et c'est ce petit garçon un petit peu ridicule qui est tenu en laisse par ses deux grandes sœurs devant leur papa, Philippe II. C'est un tableau presque amusant, mais en fait qui représente un moment particulier, puisque c'est le moment où le roi va introniser son fils comme prince des Asturies, c'est-à-dire son héritier. Et là, il est donc conduit en laisse véritablement par les deux de ses sœurs. Elles ont une grande importance politique, les filles de Philippe II, puisque l'une d'elles, par exemple Isabelle Claire-Eugénie, va épouser l'archiduc Albert d'Autriche et va régner sur les Flandres. Et puis, ce sont ces fameux rapports entre les Flandres et l'Espagne qui vont conduire, par exemple, Rubens ou Van Dyck ou des grands artistes flamands à travailler en Espagne sous Philippe IV. Philippe III, c'est un souverain un peu, je dirais, un peu intermédiaire, un peu secondaire, puisque son règne est surtout marqué par l'influence des grands des favoris. Le premier, c'est le duc de Lerma, qui va vraiment dominer la politique de l'Espagne au début du XVIIe siècle. Et le second, le comte-duc d'Olivares, qui n'est pas quelqu'un de très, très sympa, mais qui est le premier mécène de Velázquez. C'est lui qui va vraiment faciliter la carrière du jeune Velázquez. Donc en ça, on peut être que reconnaissant. Notre exposition possède une section entièrement consacrée à l'Amérique latine, puisque c'est vraiment ces deux vice-royaumes, le vice-royaume de Grenade et puis ce qu'on appelle la Nouvelle-Espagne, qui vont vraiment apporter beaucoup de richesse à l'Espagne, et puis une dimension internationale tout à fait extraordinaire. L'Espagne, c'est une culture monde qui apparaît. Peut-être c'est la première culture mondialisée de l'histoire de l'Occident, en tout cas. Et donc, nous avons choisi des œuvres dans la collection de la Hispanic Society qui représentent cette adoption à la fois de l'iconographie, de la culture catholique importée par l'Espagne en Amérique, mais aussi de cette fusion avec les traditions artisanales des natifs. Et c'est particulièrement le cas de ces deux tableaux de l'école de Cusco, donc d'Amérique du Sud. Ce sont pratiquement des objets d'art plus que des tableaux, avec ces très beaux cadres où jouent les petits morceaux de nacre qui proviennent d'une moule qui se trouve dans le lac Titicaca. Donc c'est vraiment une adoption par les locaux de l'iconographie, mais aussi par l'Église, par les églises de ces régions, le respect en quelque sorte des traditions locales, donc l'usage de l'or, l'usage de la nacre, et l'usage de la nacre qu'on retrouve en particulier dans ce type de tableau. Alors là, pour le coup, nous ne sommes plus en Amérique du Sud, mais nous sommes au Mexique, et c'est un tableau d'une typologie qu'on appelle en enconchado, c'est-à-dire un tableau encoquillé, parce que sont incrustés à l'intérieur de la composition, ici une noce de cana, des morceaux de nacre qui font vibrer, qui font scintiller en fait la peinture, ainsi que des rehaut d'or qui sont en fonction de la composition disposés sur les meubles ou sur les morceaux d'architecture. Et ces enconchados, ils sont très très précieux parce qu'ils nous disent aussi un peu l'ambiance des chapelles, l'ambiance des chapelles privées ou des chapelles des grandes églises de l'Amérique du Sud et du Mexique, qui sont un peu des œuvres magiques. Enfin, il y a un côté comme ça. D'abord, ce sont souvent des tableaux qui racontent des miracles. Cette dimension surnaturelle a plu au peuple des colonies d'Amérique du Sud ou du Mexique, mais elle raconte aussi cette fascination visuelle pour ces objets qui scintillent, qui brillent, d'autant plus quand ils sont éclairés par des chandelles. Les œuvres d'art qui sont créées en Amérique du Sud ou au Mexique présentent des iconographies très très proches de ce qui se fait en Espagne, et en particulier des Immaculées Conceptions qui sont vraiment l'image iconique de ce qu'on sait de la peinture religieuse en Espagne et dans ces colonies. Alors l'Immaculée Conception, c'est en fait une vision de Saint Jean, de l'Apocalypse de Saint Jean, qui décrit donc une vierge dans les cieux avec une couronne d'étoiles, elle reposant elle sur un croissant de lune. Enfin, c'est une vision de l'Apocalypse, mais qui s'est superposée en fait avec une adoption d'une tradition religieuse qui était donc l'exemption du péché originel de la Vierge pendant sa conception. Donc elle-même n'est pas sacrée, mais c'est sa conception qui donc
évite d'une certaine façon le péché originel. Et ce dogme ne sera en réalité adopté qu'au XIXe siècle. C'est quelque chose qui, au XVIIe siècle, je dirais, fait partie d'une adoption populaire de cette idée, et bien sûr dans le contexte de la contre-réforme, c'est-à-dire plusieurs églises protestantes contestant complètement la sainteté de la Vierge, même son intérêt par rapport à la Bible. Les contre-réformistes et les catholiques vont insister justement sur son rôle, sur sa personnalité. Donc on va avoir de très nombreuses représentations de cette Immaculée Conception, aussi bien ici donc aux colonies qu'en Espagne même. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au Mexique se trouve un sanctuaire à Guadalupe, une ville du Mexique, qui a vraiment magnifier cette vision de la Vierge, on l'appelle la Vierge de Guadeloupe, elle a des particularités iconographiques, et ce culte de Guadeloupe va être introduit en Espagne, où vont se développer aussi des sanctuaires dédiés à la Vierge de Guadeloupe. Donc on voit bien non seulement les circulations d'or et d'argent des colonies vers l'Espagne, mais aussi ces liens très religieux très importants en fait entre ces deux parties du monde. Notre cinquième salle, notre salle numéro 5, présente un certain nombre de tableaux qui sont extrêmement représentatifs des influences très diverses que l'on peut trouver dans la peinture d'Amérique du Sud ou du Mexique. On y trouve, via l'Espagne, des influences de la Flandre, parce que les Flandres du Sud sont espagnols et beaucoup d'artistes flamands sont venus travailler à Madrid et même à Séville, et donc il y a cette influence assez diffuse, mais qu'on retrouve au Mexique ou au Pérou. L'influence de l'Italie, qui, alors là, pour le coup, je dirais, universelle en Europe et un peu partout. L'art italien, c'est quand même l'art qui décide des grandes tendances esthétiques dans la peinture et dans la sculpture. Mais d'autres influences, par exemple, ce très bel archange Saint-Michel terrassant le démon, qui est tiré d'une gravure flamande, d'une gravure de Martin de Vos. Vraiment, c'est le dessin, la composition est très très proche de cette œuvre de Vos. La gravure circule très très facilement. Les gravures, à peine sorties des ateliers d'Anvers ou d'autres villes du Nord, sont immédiatement achetées, diffusées dans tout le monde occidental. Donc une gravure flamande, mais aussi un reflet de l'art de Zurbarán, notamment par ses couleurs un peu pastelisées, ses plis cassés aussi qu'on peut retrouver parfois chez Zurbarán. Zurbarán qui, après avoir une période très très fastueuse à Séville, connaît un peu un revers de fortune, si on veut. Il est un peu démodé par Murillo. Il va s'installer à Madrid d'ailleurs pour relancer sa carrière, mais il a un atelier très important à Séville qui va produire un grand nombre de tableaux qui partent aux Amériques. Et l'art de Zurbarán, que ce soit des originaux ou des tableaux d'atelier, est très très bien connu et intégré dans l'art hispano-américain. Cette œuvre de Echaveibilla est très importante pour l'histoire de la pénétration du caravagisme en Amérique du Sud et au Mexique, car c'est le premier tableau, il est daté vers 1630, qui reflète directement une composition de Caravage, que Caravage a peint en Sicile, c'est-à-dire un Saint Jean-Baptiste buvant à une fontaine comme ça à côté de l'agneau. Et cette peinture d'Ibilla se démarque complètement de ce modèle caravagesque. C'est dire d'ailleurs la rapidité à laquelle circulent finalement ces modèles de peinture, ces compositions à travers toute la Méditerranée, puis au-delà vers l'Atlantique. Dans cette avant-dernière salle de l'exposition, nous présentons Velázquez, et en particulier d'ailleurs
2 tableaux inédits du maître qui n'ont jamais été vus en France, même pratiquement jamais vus. Nous présentons également un Ribera inédit et un certain nombre de tableaux qui sont autour de Velázquez et qui sont très intéressants. Alors le premier Velázquez que nous montrons, c'est un bodégone, c'est-à-dire une nature morte, petite nature morte qui avait complètement disparu des radars. Alors elle était connue par une photo noir et blanc et puis récemment elle a ressurgi dans une collection particulière à New York. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, les musées ont la possibilité d'accueillir des collections particulières, parfois sur des durées extrêmement longues, avec bien sûr l'espoir d'une acquisition au final. Donc c'est un tableau qui est présenté à l'Hispanic Society et qui restera peut-être, et j'espère, très longtemps, enfin j'espère pour eux en tout cas. C'est un exercice tout à fait représentatif, particulier à l'atelier de Pacheco, le grand peintre sévillan du début du XVIIe siècle, qui fait faire à ses élèves ces exercices en fait de réalisme, comme on peut le voir sur cette extraordinaire nature morte du pichet d'étain et de cette miche de pain typique du génie de Velázquez, du génie réaliste de Velázquez. Et puis cette jeune fille, c'est probablement Juana Pacheco, la fille du peintre, que Velázquez va épouser, et qui deviendra sa femme. Et d'ailleurs, son élève, son propre élève également, à Velázquez, plus tard, Juan Bautista Martínez del Mazo, épousera la fille de Velázquez. C'est quelque chose qui est assez courant à l'époque. Pourquoi nous avons groupé ce Ribera et ce Velázquez? Parce que Ribera, qui est lui d'origine valencienne, qui est espagnol, s'installe à Naples après une période romaine, et va dominer complètement la peinture napolitaine. On peut presque dire qu'il est le fondateur de l'école napolitaine, alors que lui-même s'est toujours revendiqué espagnol. Il signe Ribera espagnol. Et nous présentons ce tome avec une bouteille de vin qui fait immédiatement penser aux ivrognes de Velázquez, parce que Velázquez a connu cette peinture picaresque italienne, napolitaine, à travers tous les tableaux de Ribera qui sont arrivés en Espagne du vivant de Ribera, parce que les vice-rois espagnols qui régnaient quelques années à Naples lui commandaient des œuvres, etc. Donc il y a une circulation là des œuvres de Ribera en Espagne, bien que lui-même n'ait jamais voulu retourner dans son pays natal, en expliquant que la gloire des peintres y était moins reconnue et moins célébrée qu'en Italie. Donc il tenait vraiment beaucoup à rester à Naples. La Hispanic Society conserve un certain nombre de tableaux de Velázquez, d'originaux. Il y en a un qui ne pouvait pas rentrer dans nos salles, donc on y a renoncé. Et un autre était déjà venu à Paris pour l'exposition Velázquez. Donc nous avons choisi cette petite fille qui, elle, n'a jamais été vue chez nous, à Paris. Un tableau merveilleux de présence, de vie. C'est une œuvre tout à fait extraordinaire, exceptionnelle, même par son modèle. Velázquez, c'est le peintre des Ménines, c'est le peintre qui peint qui est le seul habilité d'ailleurs à peindre les personnages de la cour, du roi, de sa famille. Et cette petite fille, en fait, est probablement une personne de l'entourage même de Velázquez, peut-être même de sa famille. On pense que ça peut être une de ses petites filles. Il y a ce rapport très, très magnétique, en fait, entre elle et nous, entre elle et le peintre, qui a fait dire à une toute jeune visiteuse de la Hispanic Society à New York, on demandait aux enfants ce qu'ils pensaient de ce tableau, elle a dit « c'est la Joconde quand elle était petite ». Et cette réponse est merveilleuse, c'est assez poétique, mais ça dit quelque chose de ce magnétisme, en fait, que ce portrait exerce sur nous, cette vie extraordinaire, au-delà des 400 ans qui nous séparent d'elle. On a vraiment une présence tout à fait exceptionnelle. C'est pas vraiment un tableau inachevé, contrairement, enfin, si l'on veut, Velázquez a assez souvent pratiqué ce genre de désinvolture comme ça dans les parties qui l'intéressent moins, les textiles, les robes, etc. Et ce flou, il lui est tout à fait, je dirais, particulier, parce que en effet, sur une œuvre privée comme ça, il ne se sent pas obligé d'aller chercher des détails qui signifieraient la richesse du modèle ou son importance. Non, c'est quelque chose qu'il a fait dans plusieurs portraits. Il est vraiment très, très allusif. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le visage et rendre la vie du personnage. Et c'est là aussi où Velázquez est vraiment un peintre complètement révolutionnaire. Il travaille dans un milieu où on attend d'un portraitiste qui le représente le personnage dans sa fonction publique, sociale, dans son statut social, avec des costumes justement très très sophistiqués. Lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est l'humain, c'est cette vie qu'il arrive à insuffler à travers cette technique extraordinaire qu'il a et qui rend vraiment ces personnages tellement présents encore aujourd'hui.
Autre inédit de notre exposition, ce portrait de Donna Olimpia Maidalchini Pamphili. Alors c'est un portrait qui avait disparu complètement de la circulation. Il était connu par la documentation, les archives, mais on savait qu'il avait peint le portrait de cette femme très puissante qui était la belle-sœur du pape Innocent X. Belle-sœur et peut-être maîtresse, dit-on. Enfin bon, en tout cas une femme romaine extrêmement puissante de la famille de Pamphili que Velázquez, lors de son voyage de 1650, va rencontrer. Il a besoin de connaître l'entourage du pape et même le pape parce qu'il est venu à Rome, envoyé par le roi Philippe IV d'Espagne pour acheter des antiques. Et pour sortir des antiques d'Italie, il faut absolument avoir l'autorisation, bien sûr, du pape et de son administration. Et donc il va peindre un certain nombre de personnages de la cour pontificale, et en particulier cette Donna Olimpia, qui est une femme très très puissante, très riche aussi. C'est elle qui, par exemple, a payé le décor de Bernin pour la place Navone. C'est quand même une femme ultra puissante. Et on connaît aussi d'elle ce célèbre portrait buste en marbre de l'Algarde, où il a une coiffure qui s'envole comme ça. Alors, elle lui permettra de rencontrer le pape, et il va créer ce portrait absolument extraordinaire, qui est toujours aussi à Rome, à la Galleria Doria Pamphili, ce pape qui a l'air si méchant, et c'est extraordinairement vivant et proche de nous. Alors, un autre portrait qu'il peint à Rome à cette époque-là, c'est le portrait de son esclave et assistant, donc Juan de Pareja, qui est un bon peintre, d'ailleurs on connaît plusieurs tableaux de sa main, et Velázquez, d'ailleurs, lors de ce voyage, va l'affranchir. Ce beau portrait était considéré comme l'original pendant des années, jusqu'aux années 1970, on considérait que c'était le Velázquez, que tous les Romains avaient admiré au Panthéon dans une exposition où il avait fait sensation, parce qu'on pouvait voir le personnage et le tableau, et il était si ressemblant, si vivant, que les Romains n'avaient jamais vu un tel tour de force dans le réalisme et la qualité du portrait, sauf qu'à la fin des années 60, on redécouvre l'original, le vrai original, qui est acquis par le Metropolitan Museum de New York, et ce tableau, cette copie, part un peu aux oubliettes, dans les réserves. Or, c'est une copie très importante, de très très haute qualité, qui est faite par Martínez del Mazo. Quelques années après, Martínez del Mazo va en Italie, où l'original était resté, et il va faire cette copie absolument parfaite dans la technique. D'ailleurs, du temps de Velázquez, les commentateurs estimaient qu'on ne pouvait pas reconnaître le style de Mazo de celui de Velázquez. Il était si proche de son maître, et en effet, cette œuvre a fait illusion pendant 350 ans. On l'a prise pour un Velázquez. Il faut dire que le personnage a cette prestance, une fière allure, la technique est tout à fait velázquézienne, et puis c'est aussi cette façon de se référer à la Renaissance. C'est pratiquement la pose du Balthasar Castiglione de Raphaël, mais modernisée, rendue vivante, rendue actuelle par ce génie qu'est Velázquez. Cette grande toile de Luca Giordano est donc présentée dans la dernière salle de l'exposition. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi Luca Giordano, peintre napolitain, c'est vraiment très italien, dans l'exposition de la Hispanic Society, mais justement c'est une œuvre qui a été choisie par Huntington et qui montre toute cette circulation des œuvres d'art et des styles et des peintres dans le monde méditerranéen. Luca Giordano donc, est formé à Naples, dans l'atelier de Ribera, donc il est formé par un Espagnol qui lui-même s'est italianisé, et il lui emprunte cette composition. À l'origine, c'est une composition de Ribera que Luca Giordano va transformer un peu. Il y a des détails qui sont un petit peu différents d'un tableau à l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Luca Giordano ira travailler en Espagne une dizaine d'années, où on l'appelle Lucas Jordan, on hispanise son nom, et il va travailler principalement à l'Escorial. Donc c'est un peu le propos, je pense, de notre exposition et qui est celui de Huntington, c'est-à-dire de montrer cette culture hispanique dans toute sa variété, sa complexité aussi, tous ces échanges un petit peu difficiles à saisir parfois. Est-ce que Ribera est un peintre espagnol? Quand vous êtes en Espagne, il est toujours dans les sections d'Espagne et de peinture espagnole, par exemple au Prado. Et puis si vous allez en Italie, il est considéré comme un napolitain, peintre italien très important. Donc Huntington, je pense, n'a pas été insensible à cette richesse, à cette polysémie de la culture hispanique, et en particulier dans le monde méditerranéen. C'est aussi, pour clore cette exposition, un chef-d'œuvre baroque.
c'est-à-dire dans toute l'acception esthétique du mot baroque. On s'envole, c'est la glorification, c'est quelque chose de complètement artificiel, un peu lunaire, un peu magique, hein, que cette Sainte Madeleine qui s'envolait 2 fois par jour au-dessus de la grotte de la Sainte-Baume et qui était nourrie par les anges au ciel et qui redescendait dans sa grotte. Alors certes, Giordano n'est jamais allé en Provence, il réinvente une Sainte-Baume un petit peu fausse, mais ce qui est très baroque, en fait, c'est ce sentiment, cette glorification, ce mouvement d'ascendance comme ça qu'on va retrouver chez tous les artistes baroques, que ce soit Rubens, Bernat et tant d'autres qui participent comme ça à cet élan baroque dans toute la culture visuelle de l'Occident à cette époque.